Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 15 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Et je voudrais entamer le premier chapitre qu'il consacre à Platon. Alors, cette lecture est plutôt un prétexte à dériver sur mes pensées philosophiques en lien avec les écrits que vous trouverez sur le site mécaniqueuniverselle.net et où je développe l'idée selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, qui est devenue maintenant son ultime perfection. Même très rapidement dans ma réflexion, j'ai compris que l'humanité était toujours parfaite au présent parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est, tout en étant perfectible. C'est pour ça que je parle d'ultime perfection. Cette philosophie est née en octobre 1999. À partir de cette phrase dont j'ai eu l'intuition, qui est venue comme ça à mon esprit, l'humanité donc est destinée à atteindre sa perfection. Et à partir de là, on peut dire je suis tombé en philosophie. J'ai abandonné toutes les autres occupations de mon existence et pour me consacrer entièrement à essayer d'éclairer cette intuition. Voilà, et depuis, donc, je travaille autour de ce thème. En quelques mois, j'ai conçu la base de cette philosophie, celle qu'on trouve sur la mécanique universelle. J'ai été confronté tout de suite à toutes les parties de l'évolution de l'humanité, toute son histoire, sa réalité, la question du mal, la question de la matière, la question de la conscience, la question de l'amour, la question de la mort, etc. Toutes ces grandes questions se sont imposées finalement à partir de cette phrase. Si l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, alors comment peut-on y comprendre le mal? Pourquoi la présence du mal, etc. Et alors, par bonheur, cette idée-là est venue au XXe siècle, enfin au moment où on tournait, on changeait de siècle, on passait au XXIe siècle, pratiquement 2000 ans après justement l'arrivée curieusement du christianisme, mais ça n'a aucun rapport. Oui, effectivement, il y a un rapport indirect parce que ça m'a aussi demandé de réfléchir à l'idée du spirituel, de la religion, de Dieu. Donc, c'était pas un problème qui m'effleurait vraiment à l'époque. Je m'intéressais pas du tout à ça. J'étais pas croyant, peut-être un peu agnostique éventuellement, mais c'était mon seul état d'esprit. Et donc, quand je découvre cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, quelle était cette perfection? C'était l'amour, l'amour universel, la sagesse, la paix universelle, le fait de parvenir à un fonctionnement universel parfait, euh, techniquement, socialement, intellectuellement, etc., moralement, spirituellement. On atteignait le plus haut sommet de l'esprit, en fait.
Et évidemment, il fallait que la technique suive, que dans cette position de perfection, que l'humanité, techniquement, soit parfaite pour l'être humain. C'est-à-dire qu'elle ait une énergie absolument renouvelable, sans impact sur la nature, que l'ensemble de l'humanité soit construite sans... J'imaginais, quand j'y réfléchissais un petit peu, je me suis jamais trop penché sur cette question-là parce que c'est utopique d'essayer d'imaginer comment sera l'humanité dans son état de perfection. On peut euh, on peut essayer d'amener des idées, des réponses, mais on est loin de ce qui est imaginable, parce qu'en fait, il y a encore des siècles sans doute d'évolution, et on voit la rapidité des changements dans l'évolution humaine. Un individu du 15e siècle ou du 14e siècle il ne pouvait pas imaginer ce que la façon dont nous vivons, la réalité de notre existence, la façon dont les villes sont construites, etc., etc. C'est impossible pour lui, comme ça n'est pas possible pour nous d'imaginer réellement ce que serait l'état de perfection dans 400 ans ou dans 500 ans, si c'est à ce moment-là que ça sera réalisé. En tout cas, pour moi, il n'y aura plus, donc, l'ensemble des choses auront été faites, donc il n'y aura plus besoin de construire l'humanité, il n'y aura plus qu'à jubiler de l'instant présent, c'est-à-dire contempler, être dans un état de contemplation, voilà, j'imagine des êtres humains marcher, des nomades, partir à la rencontre de chacun les uns des autres, donc pouvoir s'arrêter de partout dans des villages tout parfaitement autonomes, qui tirent leur énergie du soleil, du vent, etc. Et tout dans une gratuité absolue. Donc il n'y aurait plus besoin de travailler pour se réaliser, puisque l'humanité sera réalisée. Il y aura peut-être à entretenir le monde tel qu'il est. Voilà comment, c'est mon interprétation du moment. Voilà. Et donc, les hommes, donc il aura fallu que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. C'est une condition fondamentale, qu'il n'y ait plus aucun danger pour l'homme, que l'homme ne représente pas, qu'aucun homme ne puisse représenter un danger pour un autre homme. Mais si l'humanité est finalisée et qu'il n'y a rien à envier, rien à vouloir de son prochain parce qu'il a besoin de rien, c'est juste un nomade sans, voilà, qui a pas besoin de tout ce qu'on convoite aujourd'hui, l'argent, la richesse, les bijoux, les trésors, je ne sais pas quoi, qu'il n'y ait rien à envier chez l'autre, puisque en fait ce qui est le plus important, c'est de contempler, de jubiler, de jouir de l'existence, de jouir de cet état de présence au monde, qui est pour moi l'extase. C'est le nirvana, l'extase, la béatitude, voilà, cet état sublime, l'état absolu de l'esprit, l'état le plus haut de l'esprit humain. Donc dans cet état-là, il n'y a pas besoin de s'intéresser à autre chose. C'est la jouissance la plus haute de
de, que, que l'humain peut ressentir. Donc c'est celle-ci qu'il cherchera à ressentir, à mon sens. Voilà. Donc l'homme ne sera. C'est pour ça que j'écris sur la mécanique universelle, nous cherchons, l'homme travaille à maîtriser de mieux en mieux son comportement et progressivement, grâce aux lois qui se développent, grâce à tout un tas de choses. Et on voit là dans les dernières réalisations humaines, dans la dernière créativité humaine, on voit la route vers laquelle va l'humanité. Bien sûr, on le voit avec parfois horreur, parfois avec crainte, par exemple la surveillance qui se développe avec les caméras, etc., et dont on voit l'évolution encore plus lointaine en Chine, avec la reconnaissance faciale, etc. Alors, on lutte contre cette perte de liberté, et en même temps, il y a les deux forces qui s'affrontent, ceux qui veulent à tout prix faire tomber complètement le danger que représente l'homme, empêcher l'homme de pouvoir exprimer sa possibilité d'abuser de ses congénères. Et donc pour ça, cette surveillance est faite pour ça en fait. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent on ne veut pas qu'on empiète sur nos libertés, on ne veut pas être fliqué en permanence, etc. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est la première version qui s'imposera. Elle s'imposera peut-être pas tout de suite, peut-être que le frein maintiendra quelques décennies cette évolution, mais quoi qu'il arrive, cette évolution viendra. Et l'homme ne pourra plus abuser de ses congénères sans être vu. Donc ça ne sera pas possible pour l'être humain de maltraiter. Et alors à force de se contraindre à ne pas le faire, à force de s'obliger à ne pas le faire, l'humanité va perdre l'habitude de la violence envers autrui, de la maltraitance, etc. Et sans compter que ça c'est le côté prohibition, le côté de l'interdit et de l'interdiction, mais il y a aussi le côté du soin qui se développe. La psychologie, le travail sur le comportement humain est en expansion énorme. Et on est au tout début de ce travail psychologique pour arriver à faire tomber les pathologies de l'être humain. On comprend par exemple que une grande partie des pathologies viennent de notre éducation, de la maltraitance que nous avons subie, du manque de soins, etc., des humiliations, de la violence, qu'on peut vivre dans une enfance. Ça, je pense que l'humanité va commencer à le travailler. On commence à le travailler dans les écoles, il y a des psychologues, il y a etc., etc. Mais il est évident que dans quelques décennies, peut-être projetons-nous même beaucoup plus loin, dans un siècle, chaque école, chaque classe aura et dès la maternelle, des psychologues formés à détecter la maltraitance chez un enfant. Ça, on ne laissera plus passer ce genre de choses. Les familles seront surveillées beaucoup plus que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Il ne sera pas possible de maltraiter ou d'éduquer un enfant sans empathie ou de l'éduquer à abuser autrui ou de l'éduquer à travers le narcissisme. Les familles qui créent du narcissisme ne seront pas
se- seront détectés et accompagnés pour changer de comportement. Les familles qui créent de la névrose seront de la même façon. Donc, je pense que ça viendra doucement, parce qu'on a besoin du narcissisme, on a besoin de la névrose, on a besoin de nos pathologies, on a besoin de tout ça pour progresser. C'est une nécessité. Mais progressivement, on maîtrisera de mieux en mieux cela jusqu'à extinction totale, parce qu'il n'y a pas de raison que l'humanité s'arrête en cours de route. Elle ne supportera pas, les hommes ne supporteront pas qu'il y ait même quand elle aura vraiment évolué, elle ne laissera pas une petite part de souffrance psychologique, de pathologie psychologique en liberté. C'est pas possible. Donc ça prendra peut-être des siècles pour arriver à cela, quoi qu'il arrive, mais ça sera c'est une des nécessités aussi de l'humanité. Et elle travaille à ça intuitivement, on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas les progrès quand on les regarde à notre échelle, à l'échelle d'un être humain. Mais dès qu'on étend le temps, qu'on regarde ces progrès, la forme de ces progrès et le travail sur la psychologie humaine, sur l'empathie, sur la paix universelle, comment on travaille à... Même si plein de choses nous montrent l'inverse, là par exemple les joutes entre les dominants pour la domination de l'humanité, entre les anciens impérialismes et ceux qui veulent prendre leur place ou qui voudraient partager le leadership, on voit qu'il y a une lutte, voilà, entre l'Occident, la Russie, la Chine, etc. Bon, voilà. On voit que c'est encore que ce mécanisme est encore prégnant. L'homme est encore archaïque à ce niveau-là. Mais en même temps, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, et c'est tout nouveau. Ça a un siècle, on a construit l'ONU, on a pensé de fonctionner universellement, parce qu'on était apte à le faire. Les Romains n'avaient pas la possibilité d'imaginer le monde total, par exemple. Mais ils auraient voulu, ils voulaient déjà cette idée d'unifier l'humanité. Les Égyptiens devaient l'avoir, les Perses devaient l'avoir, les Hébreux devaient l'avoir, les Romains devaient l'avoir, le christianisme devait l'avoir, l'islam devait l'avoir, le judaïsme devait l'avoir, etc., etc. Cette vision universaliste, elle est dans l'ADN de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, on veut rassembler autour de notre idée, c'est par narcissisme aussi, quelque part, mais en même temps, c'est une façon de vouloir éliminer le danger. Et quoi qu'il arrive, l'homme cherche à éliminer tous les dangers qui sont autour de lui. Et ce travail-là, il ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas atteint la perfection, c'est-à-dire zéro danger. C'est évident. Voilà, là, on cherche à comprendre comment viennent les tremblements de terre, par exemple. Dans les sciences travaillent à tous les niveaux des dangers. Mais prenons celui-ci, par exemple. On est en train de réfléchir, de chercher à savoir s'il y a des choses avant-coureurs pour se prémunir de ça. On commence à construire des choses, des immeubles, des habitations qui tiendront, qui supporteront ces problèmes climatiques, etc. Même si en même temps, on abîme le climat, même si en même temps, on abîme notre planète. On l'a abîmé jusqu'au moment où on a pris conscience, où on commence à prendre conscience qu'il faut vite, vite, vite faire machine arrière. Et là, l'humanité commence
à mettre un petit peu les bouchées doubles pour rectifier le tir. Et si le danger se précise, eh ben, l'humanité accélérera, parce qu'en fait, elle évolue de manière inconsciente. Tout ça parce qu'elle n'a pas le sens de sa finalité. Elle n'a pas encore pris conscience que sa finalité, c'est d'atteindre son ultime perfection. Chose que la mécanique universelle tâche d'essayer d'éclairer pour l'humanité. Mais un jour ou l'autre, l'humanité en prendra conscience. Et quand elle aura conscience qu'en fait, notre but, il est universel, que c'est qu'on doit atteindre notre perfection, mais pour l'ensemble, donc à ce moment-là, on cessera d'évoluer par antagonisme, par combat, par lutte, par vouloir oppresser l'autre, par peur en fait de l'autre, de l'étranger. Et donc on se rassemblera pour la pensée humaine travaillera à rassembler chaque pensée dans le sens de nous appartenons à une seule humanité et nous devons travailler pour cette finalité de l'humanité. On doit finir de construire l'humanité tous ensemble, etc. Et cette idée circulera aussi facilement et de plus en plus facilement, aussi facilement que c'est répandu les grandes religions, que se sont répandues les grandes découvertes mathématiques, que se sont répandues la roue, etc., etc. Voilà. Et l'esprit humain est extrêmement malléable et en plus, il fonctionne avec le mimétisme. Alors, s'il y a l'éducation, le mimétisme, etc., il sera très facile pour les humains à venir, dans un siècle peut-être, ou dans quelques décennies, voilà, de concevoir que leur appartenance à les appartenances qui sont particulières, j'appartiens à telle religion, je suis chinois, je suis américain, je suis africain, je suis, etc. Je suis, et puis toutes ces appartenances de plus en plus réduites jusqu'à appartenir à son quartier, son village, etc. Bon, voilà, toutes ces appartenances seront du domaine du folklore. Elles existeront très certainement encore. On a besoin de ces appartenances pour se sentir appartenir à un clan, à un village, à un département, à un pays, etc., à une communauté de nations. Mais ce qui va passer au-dessus de tout, ce sera l'appartenance à l'humanité. Ça sera ça. Et le reste, ce sera au niveau du folklore. Et ça sera parfait, parce que on rencontrera l'autre. L'autre, ça ne sera pas... J'avais écrit « Ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent ». Bien avant la mécanique universelle. C'était... quand je faisais de la peinture, j'avais écrit cette phrase-là qui m'était aussi venue comme ça, de façon intuitive. Ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent. Je l'avais trouvé intéressante. Et c'était ça, en fait, l'idée. Parce que cette vision, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, elle est en moi depuis mes premières maltraitances d'enfance. Hein. Et en fait, c'est le résultat de ces maltraitances. C'est cette chose-là, c'est d'avoir eu une mère, malheureusement, pour elle, qui était dépressive, très certainement. J'ai aucun... Voilà, je la comprends tellement. Elle est... Voilà, et mon énergie, mon envie de vivre, voilà, mon énergie vitale était insupportable pour elle. Qui était fatiguée, qui avait fait des immigrations, qui était épuisée. Et j'arrivais comme un cheveu sur la soupe
chez une femme déjà usée, âgée, etc. Et donc, et en plus dépressive et avec une violence en elle qu'elle ne savait pas comment maîtriser. Donc, voilà, je lui ai servi à, à, à survivre, très certainement, à ne pas toucher des choses beaucoup plus dures en elle-même. Et donc cette violence, en réalité, elle a été, bien sûr qu'elle a engendré des préjudices dans mon esprit, dans ma vie, etc. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile tout au long de mon existence. Mais quand j'ai découvert la mécanique universelle, j'ai compris que c'était, qu'en fait, tout ce travail, tout ce mal, en fait, était là pour servir le bien, en réalité. Que ce sentiment d'injustice, de vivre une injustice tellement forte, et avait tellement imprégné mon existence que je voulais la paix universelle. Ça a poussé à quelque chose de tellement même grandiose au final. Ça pouvait pas aller plus haut que ça, quoi, parce que on peut vouloir raccommoder son voisin, vouloir faire du bien dans son village, dans son, dans son département, dans son pays, etc., s'engager, ça peut pousser dans tout ça, mais quand ça pousse à l'humanité tout entière, c'est le cas de beaucoup de philosophes, beaucoup d'artistes qui travaillent, qui veulent, qui ont cette vision comme ça, universelle dans les choses. Et ça naît bien souvent de quelque chose de... Ça peut naître du mal pour arriver à quelque chose du bien. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai compris. Et ça m'a permis de perdre complètement le fil de ce que je voulais dire. Voilà. Et donc je remercie en définitive ces souffrances, ces maltraitances de l'enfance. Il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Et donc je les remercie en réalité. Voilà, parce qu'elles m'ont donné la chance de pouvoir agir dans cette humanité comme j'aurais jamais pu le souhaiter mieux que ça. C'est tout à fait cohérent avec mon état d'esprit, je suis très heureux d'avoir imaginé cette idée. Et voilà. Donc, l'humanité travaille en permanence à cet état de perfection absolue, lointaine. On ne peut pas le voir parce que déjà, cette perfection est quelque chose qui fait peur. On a l'impression que c'est morbide, on ne se voit pas vivre une vie d'extatique, une vie de nirvanien, une vie zen. On ne peut pas comprendre. D'ailleurs, ceux qui en font l'expérience dans la société, les moines zen, on voit Moryu Sheba ou je ne sais plus qui, comment il s'appelle ce moine, voilà, atteindre cet état de sagesse. On les voit, on voit leur façon de se comporter. Et on a, pour l'homme constructeur, la majorité pense, mais qu'est-ce qu'on doit s'emmerder dans cet état-là? Qu'est-ce que ça doit être pénible de vivre dans cet état d'extase? Et non. Mais on ne peut pas le comprendre parce qu'il faut ressentir, il faut faire l'expérience de l'extase pour comprendre que c'est un état qui est au-dessus de tout le reste, que derrière le plaisir, même le plaisir sexuel, le désir, l'envie, la richesse, le luxe, le pouvoir, tous ces plaisirs qu'entraînent ces pulsions-là
mais c'est rien à côté de l'état de l'extase. C'est rien du tout. Et c'est pour ça que on a du mal à comprendre ça. On imagine ce monde complètement, ce monde apaisé. Alors, ce monde apaisé, il y a quelqu'un qui l'a montré au cinéma. C'est Terrence Malick dans un film qui s'appelle sur toute l'histoire de la création de l'humanité, qui a eu la palme à Cannes. J'ai oublié le titre de ce film. Mais c'est un philosophe, Terrence Malick. Et à mon sens, il a compris le sens. Alors au départ, c'est la création de l'univers, etc. Il y a toute la dimension de la création, l'apparition de la Terre, etc. Les animaux, toute l'évolution de l'homme. Donc il est passé sur la mécanique universelle. On le saura ça un jour ou l'autre. Voilà, je pense que, parce que son film, il est venu peut-être 10-15 ans après que la mécanique universelle était sur Internet. Et sur la mécanique universelle. Et il y a peut-être... le compteur marque 12 millions de passages, mais je pense qu'on est à 20-30 millions parce qu'il compte que la moitié des pages. Et qui viennent de tous les pays. Et essentiellement, enfin le plus important, je croyais que c'était la France, mais c'est les États-Unis. Les États-Unis, la Russie, voilà, et après la France et les pays, voilà. Mais donc, mais bon, c'est une petite aparté. Mais de toute manière, dans l'avenir, on saura qui est passé, qui, etc. Tout sera éclairé dans ces choses-là. Il n'y aura plus du tout à César, on rendra ce qui est à César. C'est légitime, c'est normal, c'est comme ça. Voilà, et ça n'a pas non plus ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, dans ce film, Terrence Malick, peut-être c'est juste un délire, un peu. Il a peut-être juste pensé à son. Mais la fin, elle me semble être liée à l'extase. Et la fin de ce film, c'est des êtres humains qui sont sur une sorte de planète. Curieusement, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. C'est quelque chose d'un peu austère. Et les hommes vont les uns vers les autres comme ça, avec on ressent, quand on a vécu l'extase, on sent qu'ils sont en extase. Ils n'ont plus besoin de parler. Dans l'extase, on n'a pas besoin de parler. D'ailleurs, c'est difficile de parler. Ça demande un effort qui est compliqué. Et donc, ils vont les uns vers les autres. Il faudrait que je le revoie, ce film. Mais voilà. Je vais même vous dire quel est son titre. Terrence Malick. Terrence Malick. Ah voilà. Tree of Life. Tree of Life. The Tree of Life. Alors ça doit vouloir dire l'arbre de la vie, je pense, quelque chose comme ça. Bon. Bref. Ce film est extraordinaire parce qu'il montre aussi la complexité des rapports humains, et la force de l'amour. Même un père violent, autoritaire, maltraitant, il suffit qu'à un moment, il s'excuse, il parvienne à inverser la chose, qu'il parvienne à
à sortir de son état de maltraitant. C'est une bénédiction pour un enfant maltraité. Si on n'a pas ça, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de transcender cela, de transcender le mal en bien absolu. C'est très difficile. Et en fait, c'est ce qu'a fait ma mère. À la fin de son existence, elle m'a dit, tu sais, c'est toi que j'ai fait le plus souffrir. Et cette phrase, elle est restée dans mon esprit, en fait. Et c'est elle qui a fait son chemin. Parce que j'ai sans doute compris que le fond, elle ne voulait pas faire ça, qu'elle était contrainte de me maltraiter, qu'elle m'aimait, etc. Tout était dit dans cette simple phrase-là. Elle était vraiment, ça a été très important. Et je pense que, voilà, si cette maltraitance est devenue la mécanique universelle, c'est grâce à ça. Et donc dans Tree of Life, on voit cette chose-là. On voit le côté, la dureté de la vie, la pression sociale, la pression, pourquoi on reproduit ces schémas, ces chaînes de maltraitance, etc., ces chaînes de souffrance. Tout ça, ça sera oublié dans quelques siècles. Ça sera fini, ça n'existera plus. Mais, pour l'instant, et c'est pour ça qu'on apprécie même, finalement, tout ce parcours chaotique, on n'aimerait pas que ça soit linéaire, parfait, etc. Parce qu'on ne peut pas encore, nos esprits ne sont pas encore modelés pour la perfection, pour l'extase. Ils ne sont pas encore formés pour ça. Il faudra encore des décennies et des décennies de contraintes, d'oppression de notre capacité à abuser autrui, à profiter d'autrui, à être injuste, à chercher à chercher le pouvoir, le plaisir, toutes ces valeurs-là. Il nous faudra encore du temps. Et c'est ce qui fait que vivent sur cette même planète les saints à côté des assassins. Voilà. On est contraint de vivre dans cette planète où les injustes, où l'injustice est présente et éclatante pour l'hypersensible. Voilà. Et les hypersensibles, voilà, comme dans un moment comme ce moment néolibéral qui a ramené la cruauté dans l'humanité, éjecte, maltraite ces sensibles. Et c'est pour ça que qu'on peut considérer comme une dictature de velours. Parce que une société qui maltraite ses sensibles, ses chamans, voilà, les sensibles, on les retrouve dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, dans la maltraitance envers eux-mêmes, voilà, tous ces hypersensibles se maltraitent, se font du mal. Et la société les maltraite. Voilà. La société les maltraite en plus. C'est sensible. Alors que les spirituels, les montés au pinacle, en font leur icône. Cette société, elle ne veut pas du simple d'esprit. Non seulement elle ne s'occupe pas clairement de lui, elle n'a pas fait d'effort là. Les 40 ans de néolibéralisme n'ont rien fait pour aider vraiment quelque chose de costaud pour aider
pour aider les familles qui ont des enfants trisomiques, par exemple, etc. Alors que, et en même temps, le système médical qui vit dans un tel état d'esprit, dans cet état d'esprit néolibéral, est imprégné de cet état d'esprit. Et en fait, ce qu'il préconise, c'est, voilà, cet enfant n'est pas normal, si vous voulez, vous pouvez ne pas le laisser vivre. Donc on fait disparaître une forme humaine dont on n'a pas compris le sens. Et les spirituels avaient compris le sens de ces simples d'esprit, l'importance qu'ils revêtent au sein de l'humanité. C'est les seuls qui ne convoitent pas, qui s'en foutent complètement du libéralisme, de tu peux venir avec une Porsche et tu lui dis regarde un petit peu ça. Ils s'en foutent complètement, ils nous montrent l'absurdité de nos valeurs, des valeurs qui nous servent à construire l'humanité, mais qui sont absurdes. C'est l'absurde qui est là derrière. Il montre que, voilà, il te prend dans les bras, c'est son bonheur, c'est ça, c'est être présent, être là. Quand nous, on anticipe, on pousse, etc. Eh bien, cette société, elle fait ça. Ce néolibéralisme, il a mis combien de monde dans la rue, dans le monde entier, dans le monde occidental. Combien de monde il a mis sur le carreau sans domicile. C'est un monde de cruauté. C'est un pur monde de cruauté. Et la société, pourquoi je disais que c'était une dictature? Parce que voilà, le nazisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté les simples d'esprit. Il a écarté le judaïsme, qui était sa sensibilité, qui faisait partie. Le monde juif, c'était sa partie sensible. Il représentait sa partie sensible, comme les tziganes, comme les homosexuels, etc. Il ne voulait pas de sa partie sensible. La partie sensible qui sont les chamans, les créatifs, ceux qui contredisent la dureté, qui adoucissent les durs depuis les débuts de l'humanité. C'est la partie sensible qui a créé les religions, qui a créé l'idée d'un Dieu plein d'amour, qui a créé, etc., etc. Ce sont les sensibles qui tracent la route réelle de l'humanité vers la perfection. Eh bien, la dictature a voulu tuer sa part sensible. Par bonheur, il n'y a pas réussi. Mais c'était ça, son but. Et aujourd'hui, le néolibéralisme a ramené les idées, ces idées eugénistes, ces idées, etc., sans s'en rendre compte, pas par méchanceté, pas par dictature, pas par désir dictatorial, mais par inconscience. C'est parce que le marché ne pouvait pas. C'est le marché qui a ramené ce type de dureté, en fait. Parce qu'il s'est imposé une compétition énorme pour fonder la mondialisation. Et dans cette compétition, il ne pouvait pas faire de sensibilité, de sensiblerie. Il voulait que ça soit efficace, pourquoi il est revenu à cette hyper-efficacité, soi-disant, qui est inefficace au possible, et qui a maltraité tous les ouvriers, les trucs, de là où il devait y avoir 4 personnes pour travailler, il n'en laissait plus qu'une, etc. Des absurdités, mais sans nom, et qu'il a fait inconsciemment, parce qu'il est même pas, c'était même pas une conscience. C'est là où le criminel nazi, c'est un criminel qui sait de façon déterminée ce qu'il veut, mais la dictature de velours du néolibéralisme, c'est de l'inconscience, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut en sortir. Là, il est temps de sortir de cette inconscience. Voilà. On doit lutter contre ça. Et de manière maintenant énergique pour
ramener un libéralisme symbiotique, pour aller vers un libéralisme bienveillant, un libéralisme empathique, et un libéralisme conscient, et un libéralisme symbiotique. Voilà ce qu'il faut fonder à présent. Voilà pour cette première vidéo d'introduction sur Platon, où il n'est absolument pas question de Platon, et où on n'a même pas cité le nom de Platon. Mais ça sera sous forme de Platon, ou alors j'en ferai, je l'intitulerai d'une autre manière, on verra. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre écoute aux 2 ou 3 personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo. Ah, je vais peut-être trouver des médailles en chocolat ou pour parce que je crois que ça demande beaucoup d'abnégation d'arriver au bout de cette vidéo. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre tolérance. Voilà. Merci. À bientôt.